À la une ce soir, les habitants de Grand-Rivière déploient les grands moyens. Les coupures d'eau à répétition empoisonnent leur quotidien depuis 2 semaines. Réunis en collectif, tôt ce matin, ils ont bloqué le pont à l'entrée de la commune. Les autorités réagissent. Le SAMU social de Martinique est à l'agonie et lance un cri d'alarme. La structure connaît de gros problèmes financiers. Les subventions de la CTM tardent à arriver. Chaque jour, l'association vient en aide à une centaine de sans-abri. À Paris, le gouvernement promet plus de transparence et de dialogue dans le dossier du chlordécone. Les parlementaires de Martinique et de Guadeloupe ont été reçus ce matin par la ministre des Outre-mer. Les lycéens et étudiants étaient au rendez-vous pour le premier jour du salon Forméo. Nous vous en parlions hier. Déjà, c'est le moment pour prendre en main son avenir professionnel et pourquoi pas faire ses armes à l'étranger, en Jamaïque ou au Japon. Nous le verrons. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans votre édition. Je vous le disais, les habitants de Grand-Rivière vivent un véritable calvaire. 2 semaines sans eau courante. Cette fois, c'en est trop. Pour se faire entendre, tôt ce matin, une cinquantaine de riverains a bloqué le pont à l'entrée de la commune. Face à la situation, le sous-préfet de Trinité et Saint-Pierre, ainsi que la société martiniquaise de distribution et de services et des élus de Cap-Nord se sont rendus sur place. Des solutions alternatives ont été proposées aux habitants. Sandrine Claude. Des coupures d'eau à répétition et des habitants qui n'en peuvent plus. Au point d'installer ce matin tôt un barrage à l'entrée de la commune. On a bloqué depuis 4 heures du matin parce qu'on a un ras-le-bol de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable à Grand-Rivière. On n'a pas d'eau dans nos robinets. Ça fait déjà 2 mois. Et là, c'est insupportable. Les enfants, ils devaient rentrer à l'école. Ils n'ont pas école parce que l'école est fermée parce qu'il n'y a pas d'eau. Et voilà quoi. Là, c'est bon. Là, on ne peut plus. Une nouvelle interruption qui intervient alors que la semaine dernière, la distribution en eau potable avait été rétablie. Un répit de seulement 2 heures. L'explication serait toute simple. On a 2 réservoirs qui représentent à peu près 400 mètres cubes de capacité. Si je ne produis pas, ces réservoirs ne se remplissent pas. Et si quand ils sont remplis, on les vide et que je ne peux pas produire, eh bien on se retrouve dans la même situation. On est des combattants. On ne pleure pas pour rien. À midi, le cri de détresse des habitants finit par être entendu. Les autorités compétentes ont fait le déplacement. Le barrage est alors levé. Le dialogue est entamé. En charge de la compétence eau depuis janvier 2017, c'est Cap-Nord qui tente de désamorcer la crise avec l'annonce de premières solutions. Nous allons apporter de l'eau potable par le biais de citernes, parce que là aussi, il me fallait chercher à travers toute la Martinique. Il n'existait pas ni d'entreprise privée, ni de collectivité pouvant me fournir une citerne d'une contenance de 23 000 litres. Nous allons pomper de l'eau à l'usine de La Capote et alimenter cette citerne. Ce qui fait que aujourd'hui, la population a compris que dès ce soir, mais je dirais plutôt dès demain, ils auront de l'eau et cela de façon pérenne puisque j'établis un tour d'alimentation du réservoir pour que nous ayons toujours de l'eau à la disposition de la population. De son côté, la population se dit satisfaite des échanges mais reste sur ses gardes. On nous a apporté les réponses qu'on attendait. Ce ne sera peut-être pas fait dans l'immédiat. Donc on va essayer de patienter, mais ça a été concluant. Des solutions à long terme pourraient être envisagées, forage ou encore interconnexion avec les communes avoisinantes, mais cela prendrait plusieurs mois. Les habitants de Grand-Rivière devront encore s'armer de patience. Le réel retour à la normale dans les robinets dépend avant tout de Dame Nature. Le SAMU social est-il en passe de mettre la clé sous la porte? C'est l'épée de Damoclès qui planerait en ce moment au-dessus de la tête de l'association qui vient en aide à de nombreux sans-abri chaque jour. La structure d'accueil de jour qui fournit notamment des repas et des vêtements n'aurait plus de quoi fonctionner. La collectivité verse chaque année entre 400 et 500 000 euros de subventions à la CISE. Mais les subventions, cette fois, tarderaient à arriver. Les explications de Loïc Régis. Cela fait près de 10 ans que Claude fréquente la CISE. Une structure qui lui fournit un toit, des repas chauds ainsi que des soins médicaux, un établissement qu'il ne souhaite pas voir fermer. Je ne veux pas que ça ferme. Parce que sinon, si ça ferme, tout le monde sera dans la rue. Et puis il y aura plus de délinquants dans la rue. La CISE connaît de grosses difficultés financières. Les subventions de la CTM manquent à l'appel. 105 employés sont dans l'attente aujourd'hui. Ils restent mobilisés face à la détresse humaine et poursuivent leur mission avec sérieux. Nous sommes là avant tout pour elles et nous ne regardons pas forcément l'aspect, que ce soit un aspect politique ou autre. Donc c'est vrai que ça peut être assez difficilement perçu par les employés.
Mais notre travail, c'est d'aider toutes ces personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin de nous. Donc nous sommes là pour eux, quoi qu'il en coûte. 459 000 € pour les années 2015 et 2016, des budgets qui ont été votés mais toujours pas versés dans leur totalité. Le conseil d'administration ne comprend pas la lenteur des démarches. Toutes ces sommes-là sont exigibles, elles ont été votées, ce sont des subventions qui ont été votées, qui ont été notifiées et pour lesquelles nous avons rendu tous les comptes exigibles. Nous avons alerté à maintes reprises. Maintenant, les choses se débloque, mais pas assez vite. De son côté, Francis Carole, le conseiller exécutif en charge des affaires sociales à la CTM, ne souhaite pas faire de déclaration pour l'instant. L'élu a néanmoins affirmé traiter le dossier et examiner les sommes en question. À Paris, le gouvernement prend à bras-le-corps le dossier du chlordécone. Ce matin, les parlementaires de Guadeloupe et de Martinique ont été reçus par Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Une première réunion de travail en présence également du ministre de l'Agriculture et de la ministre de la Santé pour mettre en place des mesures pour protéger les populations des effets des pesticides. Les élus se sont montrés rassurants sans pour autant faire d'annonces fortes. Les explications de notre correspondant à Paris, Éric Dupuis. L'image est belle car elle est rare. 3 ministres reçoivent au ministère de l'Outre-mer la quasi-totalité des parlementaires antillais. Juste avant le Conseil des ministres, la réunion dure un peu plus d'1 heure. À la sortie, pas de déclaration du gouvernement, mais Annick Girardin veut rassurer sur la teneur des échanges. Avec des engagements forts du gouvernement, vous verrez. Rendez-vous est donc pris notamment pour revenir sur l'augmentation de la fameuse LMR, la limitation maximale des résidus relevée dans le secret en 2013. Les parlementaires sortent satisfaits de ce premier rendez-vous avec l'exécutif. Je pense qu'elle a eu cette impression que nous en avions assez, que l'on traite le sujet par le petit bout et qu'il fallait enfin en tenir compte parce qu'on est vraiment devant une population qui est très anxieuse. Ce débat était très sincère et très direct. Alors, le principe de moratoire sur les LMR a été adopté. Si tous les élus saluent la démarche du gouvernement, certains sont sceptiques quant aux propositions qui pourraient être formulées avec le manque de financement européen et parisien pour la poursuite du plan Chlordécone 3. Ça veut dire que c'est avec l'argent encore des Martiniquais et des Guadeloupéens qu'on va financer un plan Chlordécone 3 alors que nous en sommes les principales victimes. Il est absolument important que le gouvernement, les autorités gouvernementales prennent ce problème avec le plus grand sérieux possible. Depuis 2014, c'est en fait 30 millions d'euros qui ont déjà été dégagés dans ce 3e plan, mais difficile pour le gouvernement actuel de dire très clairement à quoi ils ont servi. Ma préoccupation, c'est avant tout de rendre public tout ce qu'on sait. Et une transparence complète, nous la devons. Je pense que ça va rassurer. Et c'est la raison pour laquelle je demande un rapport d'experts indépendants aux alliances de recherche sur la connaissance scientifique des liens entre chlordécone et maladie. Le gouvernement ne s'est pas engagé sur des moyens supplémentaires accordés au plan en cours. Tout juste souhaite-t-il le rendre plus efficace et plus transparent. Et justement, depuis ce matin, se tient un congrès de médecine environnementale où les spécialistes étudient les impacts du pesticide et autres perturbateurs endocriniens sur la population. Notez également que samedi, la population est invitée à une conférence publique gratuite sur le sujet. Le rendez-vous est donné au campus universitaire de Schellcher à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Cette information, si vous prenez ou comptez prendre l'avion, attention, le trafic aérien sera fortement perturbé demain. Le personnel d'Air France appelle à une grève générale. Il réclame une augmentation de 6% de leur salaire notamment. Et les impacts se font déjà ressentir. Un vol aujourd'hui au départ de Fort-de-France et à destination d'Orly a été annulé. Pour demain, les 3 vols transatlantiques au départ de Paris et à destination de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne sont annulés. Il en va de même pour les vols vers Port-au-Prince et Miami. Air France annonce cependant que 50% des vols long courriers au départ de Paris seront maintenus. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr vous rendre directement sur le site d'Air France. Je vous propose justement de voir la réaction d'une passagère bloquée ce soir à l'aéroport d'Aimé-Césaire. Une grève qu'il y a et nous avons reçu donc pour toutes les deux des mails d'Air France, beaucoup de mails en nous précisant ce matin que notre vol était annulé et qu'on nous avait mis sur l'avion suivant de 22h. Je pense voyager
j'espère voyager ce soir sur ce vol, oui. Nous sommes embêtés parce que donc, pour d'abord l'heure qui me déplaît un peu. Et ensuite, pour demain, parce qu'on a encore une correspondance pour aller à Brest, donc on avait prévu donc, des vols, puis d'arriver à une certaine heure à la maison, et tout est changé. Donc le voyage va être beaucoup plus long pour nous, quand même, parce qu'on aurait dû partir à 19h. Voilà. On va parler éducation à présent. Si vous êtes lycéen ou étudiant, c'est le moment de prendre rendez-vous avec votre avenir. Le salon Formeo a ouvert ses portes ce matin au stade Louis-Achille à Fort-de-France. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des professionnels dans plus de 200 secteurs d'activité. Un jeune sur 3 de moins de 30 ans chez nous est sans emploi aujourd'hui. Alors pourquoi pas faire le pari de s'envoler vers d'autres pays pour se former, comme la Jamaïque ou le Japon. Johan Boulard. Bon pied, bon oeil, Zakim parcourt les allées, décidé à définir son projet post-bac. Face à lui, un océan de possibilités dans lequel il est parfois difficile de garder un cap. Un stand attire tout de même son attention. Mais tu dois parler anglais si tu veux venir. Celui d'une université à 1700 km de nos côtes, la Caribbean Maritime University. J'étais venu pour prendre des informations parce que ça m'intéressait un peu et tout, mais bon, quand j'ai vu que c'est la Jamaïque, non. Pourtant, la destination séduit. Depuis peu, Maxime y suit un cursus scolaire. Il veut être le prochain responsable d'opération sur le port de Miami. En arrivant là-bas, j'ai galéré, certes, parce que j'étais le seul français. Apprendre l'anglais, c'était difficile. J'avais juste le niveau de base, qui était l'anglais scolaire. La barrière de la langue, une contrainte dont la solution ici serait toute trouvée. Nous avons un programme d'immersion culturelle et linguistique, donc avant de commencer les formations diplômantes, vous pouvez venir à l'université pour apprendre l'anglais. Le premier été, vous venez 1 mois, le second 2 mois et après vous commencez le cursus diplômant. Les professionnels qui nous viennent de la Caraïbe et bien sûr de l'Europe entière. Et à quelques pas de là, le Japon. Une ouverture sur l'international, cette fois entre la mer de Chine et l'océan Pacifique. Vu que maintenant l'Asie, c'est quand même plus accessible qu'avant. Et donc je pense que par rapport à ce que je recherche, ça peut être intéressant de partir au Japon pour faire des formations. J'imagine Japon, une sorte de plateforme entre les entreprises nippones et les candidats à la formation. Dans le CV, l'étudiant peut écrire « J'ai fait du stage au Japon, dans l'entreprise japonaise, ça c'est bon, donc ça aide de trouver entreprise, j'espère. » Une tendance en vogue, mais qui a un coût, une manne pour les institutions bancaires. Nous proposons également des prêts-études, puisque notre prêt-études va jusqu'à 40 000 € sur 10 ans, avec ce qu'on appelle un différé d'amortissement, donc qui peut aller jusqu'à 5 ans, à savoir que le jeune ne va pas payer effectivement tout de suite, en tout cas son prêt. En plus de faciliter d'utilisation de comptes au quotidien pour les expatriés. Chaque année en Martinique, 4500 personnes âgées de 20 à 40 ans s'envolent vers de nouveaux horizons. Et alors que de nouvelles suppressions de postes sont annoncées dans le second degré pour la rentrée 2018, 57 au total, l'un des syndicats enseignants majoritaires, le SNES-FSU, a tenu une conférence de presse ce matin pour tirer la sonnette d'alarme. Le ministère de l'Éducation nationale s'appuie sur la baisse de la population en Martinique pour justifier cette nouvelle coupe. Vous voyez ces explications recueillies par Johan Boulard. Nous faisons parvenir aux établissements la situation précise et ce qui a été prévu par le comité technique pour leur établissement. Et c'est comme ça que Bellefontaine, au courant de la suppression de classes, a décidé de faire grève mardi pour lutter contre la suppression de leurs classes. L'ensemble des organisations syndicales dont fait partie la FSU, la Fédération syndicale unitaire, ont voté contre la première proposition de l'administration. Et l'objectif, c'est que l'administration revoie sa copie et qu'elle convoque à nouveau un comité technique. Le deuxième comité technique a eu lieu hier et l'administration n'a pas revu sa copie et prévoit toujours 57 suppressions de postes dans l'Académie Martinique. Si notre démographie baisse, c'est un vrai problème de notre pays. Cependant, il faut en profiter dans l'éducation nationale pour maintenir l'ensemble des enseignants pour pouvoir mettre en place et travailler mieux avec nos élèves avec des petits groupes classes.
On va maintenant parler entrepreneuriat. Connaissez-vous le concept des clusters d'entreprises? Ce terme anglais désigne plus simplement un réseau d'entreprises locales connectées entre elles pour leur permettre de mieux se développer et d'améliorer également leur compétitivité. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec notre invité, Philippe Dersion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le délégué général de Martinique Développement. Expliquez-nous les clusters, à quoi ça sert exactement? Merci de nous avoir invités. Martinique Développement, l'agence de développement économique de la Martinique, organise ce vendredi 23 à Madiana une conférence à destination de toutes les entreprises de Martinique pour présenter le dispositif du cluster. Cette conférence est intitulée « Cluster, coopérer pour développer son entreprise ». Alors, cette réunion, justement, cette conférence, on va y revenir un tout petit peu plus longuement après. Le cluster, pour ceux qui ne savent pas, qui sont novices, qu'est-ce que c'est? Le cluster, c'est un mode de coopération des entreprises. Ce sont des entreprises, généralement d'une même filière, qui sont positionnées sur un même territoire, qui se réunissent dans un objectif bien défini. Par exemple, se réunissent pour conquérir des marchés ou mieux s'organiser. L'objectif de la finalité du cluster, c'est de générer de la richesse pour les entreprises qui s'investissent dans cette dynamique. Donc ça, c'est l'intérêt d'y adhérer, c'est ça? Tout à fait, c'est l'un d'entre eux. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Je pense notamment aux TPE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cluster est tout particulièrement adapté pour les très petites entreprises. On le sait tous, 90% des entreprises martiniquaises sont de très petite taille. Et mettre la clé sous la porte au bout de 2 ans d'existence? Malheureusement, mais nous travaillons justement à accentuer cette pérennité. Et ces entreprises qui souvent, en fait, dont l'activité repose sur l'épaule du gérant et parfois 1 ou 2 collaborateurs, n'a pas toujours les moyens financiers, ressources humaines pour pouvoir, par exemple, se positionner sur un marché extérieur. L'intérêt du cluster, c'est de se regrouper pour accentuer sa capacité. On peut prendre un exemple, les entreprises du BTP, par exemple, qui voudraient se positionner dans le cadre de la reconstruction de Saint-Martin. Individuellement, elles auraient des difficultés à pouvoir aller démarcher. On peut très bien envisager que des corps de métier, électriciens, charpentiers, plombiers, se réunissent pour former donc justement un cluster, pour avoir une taille critique. Et qu'ils mettent des fonds en commun. Et qu'ils mettent des fonds en commun pour pouvoir aller se démarcher et rechercher des marchés extérieurs. Donc dans n'importe quel secteur, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas dans n'importe quel secteur, les entreprises peuvent se regrouper à partir du moment où elles ont un intérêt commun et se positionner. Donc justement, il y a déjà d'autres clusters qui existent chez nous. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves? Il y en a à peu près entre 7 et 10, il me semble. Et il y a aujourd'hui 7 clusters qui ont été créés. Donc les plus anciens et plus connus, c'est Innovagro qui se positionne sur l'agroalimentaire. Mais il y a un cluster aujourd'hui qui réunit les professionnels du tourisme, un autre cluster sur les services à la personne. Donc aujourd'hui, ce sont des clusters qui, et d'ailleurs ils viendront témoigner ce vendredi, ce sont des clusters qui aujourd'hui sont en phase de structuration pour certains et qui commencent à recueillir les fruits de leur collaboration. Parce que finalement, c'est assez nouveau comme concept. Oui, c'est un concept qui est relativement récent et c'est l'un des rôles de Martinique Développement, justement, d'assurer une veille stratégique et de repérer, d'identifier les bonnes pratiques et de pouvoir les ramener vers la Martinique au service des entreprises et des entrepreneurs martiniquais. Donc justement, Martinique Développement, qui est présidé par Marinette Torpille, on le rappelle, est un satellite de la région, anciennement l'ADEME. Certains satellites ont disparu. Comment est-ce que vous portez, comment va la structure et quels sont vos projets ? Le Martinique Développement, effectivement, comme vous le rappeliez, qui est présidé par Mme Marinette Torpille, est une association loi 1901. C'est l'agence de développement économique de la Martinique. Et c'est une structure qui est à disposition des entrepreneurs martiniquais. Aujourd'hui, nous sommes en phase de déploiement de nouveaux services à destination des entreprises et des territoires, puisque aussi nous œuvrons aussi à renforcer l'attractivité du territoire. Et c'est une structure qui est ambitieuse pour l'économie martiniquaise. Voilà, un dernier mot sur la conférence que vous allez tenir donc ce vendredi. Quelle sera la ligne de mire? Vous le disiez, vous commenciez à en parler. Mais... Tout à fait. Donc ce vendredi 23 à Madiana, donc nous invitons toutes les entreprises, puisque nous rappelons que les clusters sont
plus particulièrement destinée aux TPE. Donc une conférence qui est basée sur l'échange et le partage et le retour d'expérience, puisque les clusters existants en Martinique seront présents. Et ce sera une matinée, donc pendant toute la matinée. Donc, et je dois préciser que nous sommes accompagnés dans cette dynamique par France Cluster, puisque nous avons donc fait venir des experts qui ont depuis plus de 18 ans accompagnent des clusters sur l'Hexagone. Et nous allons faire des retours d'expérience, apporter de l'information pour savoir comment créer un cluster, comment faire en sorte qu'il dure, qu'il se pérennise et comment faire en sorte que les entreprises martiniquaises puissent en tirer le maximum de profit. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants du football. Nous reviendrons sur la rencontre hier du Golden Lion face au club colonial lors de la première demi-finale aller du trophée Margaillard. Résultat, 2-1 pour le Golden Lion. De la musique également avec la classe spécialisée dans la discipline du collège Petit Manoir. Des musiciens professionnels sont venus spécialement de l'Hexagone pour leur apprendre de nouvelles techniques. Et dans votre JT des communes, Hubert Bornil nous emmènera à la rencontre du conteur et metteur en scène Jocelyn Régina à quelques jours de son retour sur scène. Mais pour l'heure, direction la Guadeloupe. Nous retournons ce soir au CHU de Pointe-à-Pitre. Le sort des patients de la tour sud du centre hospitalier est incertain. Suite aux conséquences de l'incendie, vont-ils devoir être transférés dans des EHPAD? La direction du CHU affirme que non. Face à l'inquiétude grandissante, l'état-major de l'établissement a tenu à démêler le vrai du faux. Reportage de nos confrères de Guadeloupe. À situation délicate, mesure exceptionnelle. C'est en ce sens que la direction du CHU a organisé ce matin une conférence de presse pour faire le point sur la situation actuelle et à venir du centre hospitalier. Je n'ai jamais parlé d'évacuation, donc les résultats aujourd'hui des analyses sont plutôt rassurants et donc ça c'est des indications qui nous permettent de nous conforter dans notre objectif de continuer au contraire à réinvestir dans nos locaux dans le CHU. Notre prochaine étape, je rappelle, c'est les urgences et c'est le bloc opératoire. S'agissant des endroits du CHU où certains ont pu être incommodés par les odeurs de suie, eh bien, on a décidé d'organiser un nettoyage méthodique approfondi, au-delà du nettoyage habituel, avec des techniques industrielles éprouvées. Et donc pour organiser ce nettoyage méthodique, il faut effectivement vider certains services pour pouvoir le faire. Il y a assez peu de patients qui pourraient être délocalisés. Rappelons qu'on parle de patients. Donc c'est des patients qui n'auraient pas besoin d'accès au plateau technique de façon immédiate. Nous avons tous une différence individuelle à ressentir en fait ces différents effets et à voir les effets que font sur nous ces composés organiques volatiles ou semi-volatiles. Donc c'est pour ça que nous continuons à chercher pour éventuellement savoir un petit peu ce qui pourrait être impliqué et en même temps nous savons qu'il faut absolument que nous nettoyions mieux que cela a été fait au départ. Ça a été fait mais apparemment pas suffisamment et pas dans certaines zones auxquelles on n'avait pas forcément pensé, comme par exemple les cages d'ascenseurs, des choses comme ça, qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on a encore des dégagements de composés organiques volatiles ou semi-volatiles qui peuvent effectivement incommoder certaines personnes. En attendant la mise en service du nouvel hôpital, les autres structures hospitalières et médicales de l'archipel pourraient ainsi accueillir les patients du CHU temporairement. Au stade où nous en sommes, nous n'avons pas toutes les données en main, puisque nous n'avons pas tous les résultats des analyses qui nous parviennent au fur et à mesure. Et nous savons que nous avons la possibilité, puisque le centre gérontologique c'est un EHPAD, mais aussi il y a aussi 40 lits destinés déjà d'ailleurs au CHU pour les suites de soins. Donc nous avons cette possibilité-là. Nous avons Campes-Serbello qui est aussi un EHPAD, mais je crois qu'il faut aller aussi plus loin. Donc nous avons d'autres établissements qui pourraient accueillir les malades du CHU en cas de besoin. Les opérations de nettoyage devraient concerner l'ensemble du CHU et s'effectueraient du dernier étage au rez-de-chaussée après validation auprès des experts, même si selon les premiers tests effectués, il n'y a aucune zone critique au centre hospitalier Pointe-à-Pitre-Abîme. De retour chez nous, 3 jours après l'annonce du décès du père Angliot, curé de la paroisse du Vauclin, le diocèse a annoncé aujourd'hui la date de ses obsèques. Elles seront célébrées ce vendredi à l'église Sainte-Face de Debriant. L'inhumation aura ensuite lieu au cimetière de Sainte-Anne. La veillée aura lieu demain à partir de 18h.
Un mot de sport à présent. En football, hier soir, le Golden Lion, champion en titre, s'est imposé sur la pelouse du stade Pierre-Aliquer face au club Colonial lors de la première demi-finale aller du trophée Margaillard. Résultat, 2-1 pour le Golden Lion. Retour sur la rencontre avec Marc-Olivier Dream. Un stade Pierre-Aliquer quasiment vide pour accueillir cette première demi-finale opposant en maillot blanc le club Colonial contre les champions en titre, le Golden Lion de Saint-Joseph. De part et d'autre, le jeu est taché, même si les Goldenistes s'offrent les meilleures occasions dans cette première mi-temps. Si à la 15e minute, les Goldenistes obligent le portier Clubix à s'exprimer, il faudra attendre la 33e minute. Sur une attaque des Joséphins venue de l'aile droite sous l'impulsion de Kevin Parsemin qui réussit à centrer, créant le cafouillage dans le clan Clubis qui trompe son gardien. 1-0, il reste moins de quart d'heure à jouer dans cette première période. Les Fouillalais tentent alors de réagir. À moins de 5 minutes de la mi-temps, le club Colonial égalise sur un coup de pied arrêté. En seconde période, les Fouillalais tentent de réagir, mais ce sont les champions en titre qui imposent leur domination. Une emprise sur le jeu récompensée par un pénalty à la 30e minute de jeu. Un pénalty transformé par Kevin Parsemin qui redonne l'avantage au Golden Lion, qui prend une option sérieuse sur la compétition. Score final, 2-1 pour des clubistes qui n'ont pas dit leur dernier mot. On a un peu de temps à rentrer dans le match. Maintenant, on a fait le plus dur en revenant au score. Et on pensait faire de même pendant la deuxième mi-temps. On a été rigoureux en défense. Maintenant, on se fait punir sur une faute, un penalty. On va essayer de réparer tout ça lors du match retour et faire le nécessaire pour se qualifier. Nous avons entamé un très bon match avec une très bonne organisation, tactiquement bien en place, une équipe solide. Et après les dernières 20-25 minutes de la première mi-temps, ça s'est compliqué un peu. Une vigilance qu'il faudra redoubler pour les champions en titre qui joueront cette fois à domicile. Direction les bancs du collège Petit Manoir au Lamentin. La classe à horaire aménagé musique reçoit en ce moment la visite d'artistes de l'Hexagone et des chefs d'orchestre peu ordinaires qui leur ont livré de précieux conseils et les ont initiés à de nouveaux styles musicaux comme le baroque. Loïc Régis a assisté à la symphonie. Celui de la guitare baroquaine nous a appris la gamme de Do. Et puis c'était bien, j'ai bien aimé leur prestation parce qu'ils nous ont appris beaucoup de choses sur les périodes. On m'a appris beaucoup de choses, comment faire un Fa dièse, un Si dièse, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. On a revu la gamme de Do et on a vu certaines choses sur l'époque baroque que je ne savais pas avant. On a joué un morceau qu'on avait vu en 6e. Le long mot ce soir, c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Et dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ils sont très réceptifs et en fait on essaie d'axer sur quelque chose qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire l'improvisation et rajouter un petit peu sa patte à un thème ou une phrase musicale, une mélodie qui existe déjà, qui est écrite par un compositeur. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de leur montrer. Il est temps à présent de se rendre du côté de vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le conteur et metteur en scène Jocelyn Régina, qu'on surnomme parfois le guerrier du verbe, sera bientôt de retour sur scène à l'espace culturel Gérard Nouvet à Fort-de-France. Hubert Bornil et Michelet François l'ont rencontré avant le jour J.
C'est pour moi, vle qui viennent. Extrait de parole pour un pays. C'est pour un pays, c'est pour une nation. De voir la société, si bolom expliquer un peu comment elle fonctionne avec ses jeunesse, avec ses souffrances, tout ça. Si bolom jeunes enfants pays moi-même cadio. Missy Regina Cabano, des mots sérieux. Le comédien passé maître de la parole nous revient avec ce que l'on peut qualifier de performance artistique. Autres pièces qu'il a battant baptême. En première ligne de ma voix, ces mots hurlants que je suis à l'opposé de vos attentes. En première ligne de ma voix, ces mots hurlants que je suis à l'opposé de vos attentes. Et ne me cherchez pas d'excuses et ne postillonnez pas sous l'héritage de mon éducation, de Tinette et de la cour, baigné de feuilles à pain sec. Pas la peine, là pour moins tanner. D'ailleurs, ne bousculez pas mes hormones, mes chromosomes sont innocents. C'est tout un travail, les langues là, les créolans, les français, tout ça mélangé, et puis tout ça en espèce de poésie, en musique, en tête, ou en zoï, ou en tchèque aussi, en namouna aussi, parce que je vais chercher toucher namouna aussi, à dans parole là, je vais développer. C'est comment vle qui viennent. C'est quoi pour un pays, c'est quoi pour une nation. C'est comment vle qui viennent, c'est quoi pour un pays. C'est quoi pour une nation? C'est comment vle qui viennent? Ti bolom, jeunes gens, enfants, pays, moi-même, cadio. Chercher chimé, on trouve chimé, on fait chimé, on ouais corps, senti corps, défendre corps, mettez corps, on les laisse caler l'esprit. La parole là, qui a parlé du pays, qui a parlé du pays actuellement, qui a parlé de nous, manière nous vivre, manière nous y est. Il a parlé des situations, par exemple, ça qui a passé au niveau jeunesse là, par exemple, qui rapport jeunesse là et puis c'est grand mounant. Pas la peine de déplacer le curseur de vos critiques ou la lame de vos mépris sous mes manières de nègre sous barreau. Pas la peine, là pour moins tanner. D'ailleurs, ne bousculez pas mes hormones, mes chromosomes sont innocents. Donc par là, c'est une parole qui a essayé de peser tout ça qu'il y a dans le pays pour restituer ça qui est meilleur dans nous. Alors, parole là, nous avons été samedi, à qui est? Oui, samedi 24 février à 19h30 par côté là. C'est Corridon, hein? Oui, centre culturel Gérard Nouvé. Gérard Nouvé, 19h30. C'est là ça va passer, samedi au soir. Et puis Missy Regina. Merci, Anchal. Avant de refermer ce journal comme chaque soir, cette information pratique si vous souhaitez faire un don de sang. Demain, le camion de l'EFS sera stationné place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie de 8h30 à 13h30. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à l'hôpital Pierre Zobda Kitman de 8h à 16h les jours ouvrés. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais on se retrouve juste après la pub pour rentrer chez PIA. À tout de suite.